Je m'appelle Do-Shin John de Toulouse School of Economics. La thème principal de ma recherche, c'est plateforme VFAS, mais j'ai aussi publié quelques articles sur le marché des hobbies académiques. Aujourd'hui, je voudrais faire une comparaison entre grands éditeurs de hobbies académiques, surtout à but lucratif, et plateforme BIFAS pour mieux comprendre les stratégies de grands éditeurs. Les plateformes BIFAS organisent des interactions ou facilitent des échanges entre les agents de deux côtés. Comme exemple, par exemple, Amazon Marketplace organise des échanges entre acheteurs et vendeurs. App Store, Google Play, système d'exploitation comme Windows facilite l'interaction entre utilisateurs d'un côté et développeurs d'applications. Et Google Recherche organise l'interaction entre utilisateurs et annonceurs. Et Journal Quotidien, c'est pareil, organise l'interaction entre lecteurs et annonceurs. Une plateforme BIFAS doit faire participer les agents des deux côtés et par conséquent peut subventionner un côté en gagnant de l'argent de l'autre côté. Par exemple, dans le cas de Google Recherche, les utilisateurs ne payent rien, mais Google fait tout le profit aux côtés des annonceurs de publicité. Et aussi, même si on parle plateforme BIFAS, il peut y avoir plateforme multiple FAS, par exemple Facebook est une plateforme à 4 faces. D'abord, Facebook a commencé évidemment Facebook a travaillé beaucoup pour avoir un grand nombre d'utilisateurs. Une fois qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, Facebook a introduit les publicités. Et après, Facebook a encore invité des développeurs d'applications. Et finalement, aussi, Facebook a des partenaires comme médias et journaux qui fournissent des contenus. Et les hobbies académiques peuvent être aussi considérés comme plateforme BIFAS. Il y a des articles qui analysent le hobby académique comme plateforme publié dans les journaux académiques. Moi aussi, j'ai fait une publication dans ce sens-là. Ici, hobby académique, une plateforme qui lie, c'est un intermédiaire entre auteur et lecteur. Et comme vous savez très bien, traditionnellement, c'était de read pay model, donc les lecteurs ou les bibliothèques ont payé sous forme de souscription, mais nous avons aussi des hobbies en libre accès où les auteurs payent. Mais dans le modèle traditionnel de souscription, aussi, même les auteurs peuvent payer. Par exemple, des fois, on paye le prix de soumission qui peuvent être très chers aussi. Et je pense qu'il y a des spécificités des hobbies académiques qui sont très importantes à comprendre. En particulier, des hobbies académiques fournissent le service de la certification de la qualité des articles scientifiques. Et ça, il faut comprendre l'importance de cette fonction de la certification dans le contexte de la préoccupation des carrières des chercheurs où la culture de publish or perish
règne de plus en plus. Et la conjonction de ces deux facteurs, la fonction de certification et la préoccupation de carrière, permettent aujourd'hui d'acquérir des droits d'auteur sans payer rien du tout, gratuitement. Et là, je voudrais commencer maintenant une première comparaison avec une autre plateforme, Biface. Mais ici, mon analogie est imaginaire. Donc, je prends comme exemple le Festival de Cannes et je vais ajouter un peu d'imagination pour provoquer un peu comme une provocation. Donc, le Festival de Cannes peut être considéré comme un marketplace, une plateforme où il y a des rencontres des producteurs de films et acheteurs de films. Mais comme vous le savez très bien, le Festival de Cannes aussi certifie la qualité des films en choisissant les films pour la compétition officielle et aussi en décernant divers prix comme la Palme d'Or. Là, maintenant, imaginons, okay, c'est une pure fiction, imaginons que le festival demande le transfert des droits d'auteur de tous les films qui sont admis dans la compétition officielle, y compris les films qui ont reçu des prix. Là, je crois qu'il peut y avoir des acteurs, réalisateurs qui seraient prêts à renoncer aux droits d'auteur car la sélection de leurs films leur accorde énormément de prestige qui peuvent booster beaucoup leur carrière. En fait, dans un contexte similaire, il y a un scandale en Corée du Sud. En Corée du Sud, il y a ce qu'on appelle Free Licence. Free Licence, c'est un prix littéraire aussi prestigieux en Corée que le prix Goncourt en France. Et l'an dernier, ils ont sélectionné 3 auteurs pour le prix, mais tous les 3 auteurs ont refusé la réception du prix car si on reçoit le prix, il faut céder des droits d'auteur aux organisateurs du prix. Et en fait, si le prix Goncourt en France exige une condition similaire pour les auteurs qui reçoivent le prix, ça va être un scandale. Mais ce qui est, je trouve, encore scandaleux, c'est les chercheurs abandonnent, ils donnent leurs droits d'auteur de manière gratuite aux revues académiques. Ça, je trouve, c'est une pratique qu'on doit lui poser beaucoup de questions. Et si, en fait, la plupart des chercheurs, je crois, que ne même pas posent pas cette question, et ça, je trouve, c'est scandaleux. Donc, en résumé, les meilleures revues académiques ont un pouvoir de marché, non seulement vis-à-vis du côté des lecteurs, mais aussi au côté des auteurs. Et dans ce sens-là, leur pouvoir de marché est plus fort que celui des GAFA. Je crois que tout le monde connaît ce que ça signifie GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Par exemple, Google et Facebook partagent des recettes publicitaires avec les fournisseurs de contenu de YouTube et Facebook. Donc là, c'est Google et Facebook payent aux côtés des fournisseurs, mais c'est le contraire. Dans le cas de revues académiques, c'est
ce sont les auteurs qui leur donnent de manière gratuite les droits d'auteur, mais aussi on paye pour les soumissions. Et pour faire une comparaison encore plus concrète, on peut penser du cas de le droit voisin. Donc, le droit voisin a été conçu pour aider les éditeurs de journaux à se faire rémunérer par les grandes entreprises comme Google qui utilisent leurs contenus sur Internet. Et à cause du droit voisin, Google ne peut plus utiliser de manière gratuite des extraits d'articles de journaux dans les résultats de son moteur de recherche ainsi que dans son service Google Actualité. Donc ici, c'est différent de droit d'auteur. Le droit voisin concerne que l'utilisation de quelques extraits des articles. Et si vous regardez l'image, ça c'est la première page de Google Actualité. Par exemple, à cause des droits voisins, ici, le numéro d'un article de Les Échos, Google n'affiche que le titre de l'article. Parce qu'avant, Google aussi a pu montrer quelques extraits d'articles de 3-4 lignes. Mais à cause du droit voisin, maintenant, Google montre que le titre. Alors, maintenant, si on compare Google avec des revues académiques à but lucratif, et aux côtés des fournisseurs de contenu, Google rémunère les journaux directement et indirectement. Directement, parce que récemment, par exemple, Google a signé un accord pour rémunérer la presse française au titre du voisin. C'était, je crois, une victoire de l'ARCEP. Mais aussi, comme je vous ai dit, il y a le partage des recettes publicitaires et la rémunération indirecte parle d'envoi des trafics vers les journaux. Mais dans le cas des revues académiques à but lucratif, ils obtiennent des droits d'auteur de manière gratuite et certaines appliquent des prix de soumission qui peuvent être très exorbitants. Par exemple, Journal of Financial Economics peut payer $1000 pour soumission, juste pour soumission. Et Journal of Financial Economics est possédé par Elsevier. Et sinon, si on regarde l'autre côté, c'est similaire. Google exerce un pouvoir de monopole auprès des annonceurs. Les revues académiques exercent un pouvoir de monopole vis-à-vis des acheteurs de revues. Donc, ce côté-là, c'est assez comparable, similaire, mais la différence, c'est au côté des fournisseurs. Les revues académiques ont un pouvoir de marché plus fort que Google. Et après, si on regarde la chaîne des valeurs des articles scientifiques, en fait, on voit que les revues académiques apportent très peu de valeur. Ça, c'est, je crois que aussi, c'est très scandaleux. D'abord, si on regarde la production des articles scientifiques, c'est largement, la recherche est largement subventionnée par l'argent public, surtout en Europe. Et pour produire des articles, évidemment, chercheurs travaillent beaucoup en utilisant leurs idées et âmes. Mais ici, je voulais remarquer aussi les chercheurs, au moins dans le contexte européen, quelqu'un comme moi qui est professeur universitaire, nous sommes payés par l'argent public. Donc aussi, il y a non seulement subvention directe de la recherche, mais aussi en termes de salaire, il y a aussi des subventions.
des chercheurs. Et après, une fois les articles sont préparés, on envoie au hobby. Là, la hobby fait une évaluation de qualité. Mais ce travail est fait par éditeur et l'autre côté par des reviewers ou referees. Mais je crois que le travail de referee et review sont plus importants. Là, c'est fait très souvent de manière gratuite par la communauté des chercheurs. Et les éditeurs, je crois, souvent sont payés. Et une fois qu'un article est accepté pour publication, la typographie est faite aussi par des chercheurs. Mais à la fin, l'achat des articles scientifiques sont faits encore par l'argent public et pour consommation des chercheurs. Et donc, où se trouve la valeur ajoutée des éditeurs des revues académiques? Je dirais qu'il y a très peu de valeur ajoutée. Et surtout, si je fais une comparaison avant l'Internet, après l'Internet, en termes de trois fonctions principales des éditeurs, typographie et certification de qualité et distribution des articles publiés. Et certification de qualité, c'est fait toujours par les chercheurs, indépendamment de l'Internet ou pas. Mais avant, je crois que les éditeurs, ils ont joué un rôle important dans la typographie et la distribution. Mais maintenant, avec Internet, tout le monde parle de open access. Mais il suffit de créer un site web et de rendre les articles disponibles sur le site web. On n'a pas besoin d'éditeurs. Et typographie, maintenant, c'est fait par des chercheurs. Donc, je ne vois pas vraiment les valeurs ajoutées des éditeurs des revues académiques. Et donc, en résumé, des éditeurs de revues académiques n'ajoutent presque aucune valeur, mais possèdent les titres des revues. Et ça leur confère énormément de pouvoir de marché qu'ils peuvent abuser non seulement aux côtés des lecteurs, mais aussi aux côtés des auteurs. Et cela crée une situation paradoxale ou scandaleuse où les contribuables payent à la fois pour la production des articles, mais aussi pour l'achat de ces mêmes articles à un prix exorbitant. Et Ted Bergstrom, c'est un économiste très connu, mais aussi il est connu comme un militant de boycott des grands éditeurs des revues académiques à but lucratif. Les données sont un peu, ça date un peu, mais juste pour vous donner une idée. Donc, il a fait des études avec des revues dans le domaine des sciences économiques. Et en termes de prix par citation, il trouve que les revues à but lucratif font payer 16 fois plus que les revues à but non lucratif. Mais maintenant, on peut se poser comme question, pourquoi les chercheurs sont-ils devenus serviteurs gratuits? Même, je dirais que c'est pire que esclaves parce qu'on n'est pas payé par les grands éditeurs. Et le problème fondamental ou la source du problème, c'est qu'il y a une grande difficulté ou je dirais l'échec de coordination parmi les chercheurs. Parce que on peut imaginer de création d'une hobby nouvelle alternative à but non lucratif. Mais le problème, c'est que est-ce que l'émigration simultanée des auteurs d'une hobby déjà établie, même si ça appartient à un éditeur de but lucratif,
cette émigration d'une hobby établie vers une nouvelle hobby est très, très difficile à faire marcher, à faire fonctionner. Mais dans le domaine des sciences économiques, il y avait un cas de succès. En fait, je ne connais pas grand-chose qui se passe en dehors de sciences économiques, donc mes exemples sont limités dans le domaine des sciences économiques. Donc, après l'échec de la négociation entre l'Association économique européenne et Elsevier sur le prix de la revue European Economic Review, parce que l'European Economic Review à l'époque était la revue de l'association. Évidemment, Elsevier fait payer un prix trop élevé pour European Economic Review, mais la négociation n'est pas bien passée. Donc, l'association a créé une nouvelle revue qui s'appelle Journal of the European Economic Association. La nouvelle revue est mieux cotée. Dès le début, ils ont voulu être très ambitieux pour que ça devienne une des meilleures revues en économie. Et je crois que cette ambition est plus ou moins réalisée parce que maintenant, c'est considéré comme une des 6 meilleures revues en économie, mieux cotée que European Economic Review. Donc, c'est un succès, mais cela n'empêche pas du tout que Elsevier arrive à continuer à trouver des articles pour European Economic Review et le vendre cher. Et aussi, deux associations importantes en économie, ils ont créé de nouvelles hobbies, par exemple l'association économique américaine qui publie la hobby American Economic Review. American Economic Review, c'est, je dirais peut-être la meilleure revue en économie. A créé 4 nouvelles revues qui sont maintenant très bien cotées. Et presque en même temps, la Société économique, The Econometric Society, qui publie la revue Econometrica. Econometrica et American Economic Review, ce sont les deux meilleures revues en économie. Et donc, ils ont créé deux nouvelles revues qui sont aussi très bien cotées maintenant. Mais si on pose la question comme est-ce que la création de nouvelles revues prestigieuses a deviné ce que les bibliothèques payent aux grands éditeurs dans le domaine de sciences économiques, et je ne crois pas parce que les grands éditeurs vendent des grands paquets de revues, ce qu'on appelle big deal ou bundling. Donc, peut-être, je crois, en termes de prix, il n'y avait pas très peu d'impact. Je n'ai pas fait des études empiriques, mais juste, c'est ma conjecture. Et en termes de conclusion, les grands étudiants de hobby académique à but lucratif n'ajoutent presque aucune valeur, mais exercent un énorme pouvoir de marché et qui coûte de plus en plus cher aux contribuables. Et les contribuables payent à la fois pour la production des articles et pour l'achat de ces mêmes articles à un prix exorbitant qui pèse, je crois, très très lourd dans cette époque de Covid où le déficit public se creuse profondément. Et il y a un monopole qui est bien justifié légalement, un monopole basé sur un brevet. Mais le brevet ne dure que 20 ans. Okay? Mais je pourrais dire qu'un monopole basé sur la possession des titres de hobby académique
dure éternellement, pour toujours. Par exemple, il est très difficile de prédire l'avenir d'une compagnie, même si c'est Google ou Amazon. Dans 50 ans, est-ce que Google va exister? Dans 50 ans, est-ce qu'Amazon va exister? Même si ça existe, est-ce que Google, Amazon vont être aussi importants et aussi prospères? Personne ne peut faire une prédiction. Mais je peux faire une prédiction sans être expert que au bout de 50 ans à l'avenir, science et nature vont rester comme les deux top meilleurs hobbies pour les articles scientifiques. Et également dans le domaine des sciences économiques, American Economic Review et Econometrica vont rester les deux comme les deux meilleurs hobbies pour les économistes. À l'avenir, dans 50 ans ou dans 100 ans, si les sciences économiques existent comme une discipline. Donc, le pouvoir de marché, je crois que c'est vraiment considérable et énorme. Je ne rigole pas quand je dis que le pouvoir de marché est plus grand que le pouvoir de marché des GAFA. Et il est temps de briser le pouvoir de monopole des grands éditeurs de revues académiques à but lucratif. Et comment le faire? Là, c'est... je ne peux pas trop en parler, juste je voudrais partager quelques opinions similaires, quelques préliminaires. Donc, on peut penser à la régulation des prix et peut-être interdiction de bundling ou big deal. Mais je crois que vraiment la coordination, c'est l'aspect le plus important. Et il faut absolument une action collective de tous les gouvernements européens, surtout les agences qui gèrent les fonds de recherche, et aussi la mobilisation des sociétés savantes. Mais quand je regarde des chercheurs autour de moi, il y a en tout cas très peu de chercheurs qui sont conscients de cette problématique de serial crisis ou vraiment cette situation aberrante, scandaleuse qui se passe dans le marché des journaux académiques, qui est le biomodèle qui était né avant l'Internet, continue de régner, etc. Mais je crois que très peu de chercheurs prêtent attention à ça. Et donc, je crois qu'il est normal que l'opinion publique ne change pas beaucoup. Même les chercheurs sont les parties, à part les bibliothécaires, les chercheurs sont le plus concernés, mais eux, ils ne sont pas suffisamment mobilisés. Alors, comment on peut s'attendre qu'il y a un changement dans l'opinion générale des contribuables? Donc, je crois qu'il y a beaucoup de travail en termes de changement des opinions, d'abord des chercheurs et des sociétés savantes, et aussi du public en général. Peut-être, je crois qu'il y a un bénéfice de boycott si les boycotts sont couverts par des journalistes tels que les chercheurs, le public bien informé de la problématique. Peut-être il y a un bénéfice. Parce que quand je fais une comparaison entre le droit voisin et les hobbies académiques, dans le cas de voisin, le droit de voisin, les journalistes, ils ont beaucoup d'influence parce que les journalistes travaillent pour les médias, les journaux quotidiens, et les journaux quotidiens peuvent facilement exposer les problèmes.
Mais le travail des chercheurs sont aussi importants que le travail des journalistes. Mais eux, ils parlent que de faire payer Google, qui est une firme gigantesque, pour l'utilisation des extraits des articles. Alors, nous, les chercheurs, on donne les fruits de notre travail entier gratuitement. Et à long terme, je crois qu'il faut planifier une migration massive des articles de qualité depuis des hobbies habits lucratifs vers des hobbies habits non lucratifs, en encourageant la création de nouvelles hobbies de qualité habits non lucratifs. Peut-être on peut aussi envisager une solution radicale comme la séparation de la fonction de la certification et de la distribution. Ça, c'est très, très lié à la motivation de l'accès libre, mais peut-être avec un cap sur le prix de certification. Merci pour votre attention. Merci beaucoup de votre présentation et désolé pour le problème technique, j'ai pas pu vous présenter comme je l'aurais voulu. On a de nombreuses questions dans le chat, donc je vais vous les poser. Alors, on demande, il y a beaucoup de questions sur comment faire pour améliorer la situation. Donc, je ne sais pas si vous aurez les réponses, mais j'espère que vous pourrez en avoir quelques-unes. Donc, une première question. Donc, comment expliquer que certaines sociétés savantes gouvernées par des chercheurs, ou en tout cas normalement gouvernées par des chercheurs, ont un comportement identique à celui des éditeurs commerciaux et pratiquent des tarifs et des augmentations annuelles élevées? En fait, je partage votre problématique parce qu'il y a 12 ans, j'ai fait un exposé devant un congrès annuel de bibliothécaires des universités coréennes. Là, j'ai découvert le comportement que vous venez de décrire. Par exemple, des éditeurs signent un contrat exclusivité avec des sociétés coréennes qui publient des hobbies coréennes. Même si ce sont des hobbies coréennes, ils ont un certain... les bibliothèques doivent acheter une partie des hobbies coréennes. Et donc, en signant cette exclusivité, et évidemment, les éditeurs vont faire payer énormément pour les frais de souscription et partagent une partie de gains avec les sociétés de vente. Personnellement, je trouve que c'est scandaleux, mais donc je suis navré pour ça. Peut-être il faut que, je crois qu'il faut aller en avant. Parce que peut-être au niveau de l'agence qui gère le fonds de recherche, ils doivent utiliser leur pouvoir pour que ce genre de pratique ne se fasse. Merci beaucoup de votre réponse. Alors, il y a une question, il y en a pas qu'une sur ce sujet, et je pense qu'elle est intéressante. Donc, la création d'un droit voisin qui verrait une rémunération des chercheurs et de leur institution serait-elle un moyen de baisser le coût global de la documentation scientifique? Donc, il y a une autre question sur le paiement des articles qui apparaissent sur Google, par exemple. Hein, voilà, l'idée. Donc, si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut copier un peu l'idée de droit voisin dans le contexte des hobbies académiques, c'est oui. ça? Est-ce que c'est ça? Oui. Oui. En fait, je ne me suis pas vraiment posé cette question parce que, comme je vous ai dit que
on est dans un monde où les chercheurs non seulement donnent le droit d'auteur gratuitement, mais aussi on est prêt à payer pour publier les articles à cause de la culture de publish or perish. Donc, pour moi, c'est un peu difficile à imaginer comment on peut faire payer, on peut inverser cette situation aux côtés des auteurs. Oui, je comprends, oui, ça paraît compliqué, effectivement. Mais... Oui. D'accord, donc en dehors, il y a une question sur le comment être plus efficace en fait. Une collègue qui dit mon institut a décidé que les droits patrimoniaux ne sont plus cédés à des tiers, donc on utilise plutôt des licences ouvertes. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait en dehors du boycott? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça? C'est pour ça que je dis qu'il faut faire lobbying et changement de l'opinion publique. Il faut que ça bouge, parce que Elsevier ou les autres publishers, éditeurs, ils sont vraiment puissants. Et juste avec, donc il faut une mobilisation massive aussi, mobilisation, je crois, aux côtés des organismes publics. Et tous les organismes publics concernés européens doivent se réunir et réclamer que les droits d'auteur doivent peut-être appartenir aux organisations publiques. Au lieu de, donc, il faut récupérer, je crois, que les droits d'auteur comme ça, et puis négocier directement avec des éditeurs sur les prix. Parce que pour l'instant, les droits d'auteur sont donnés aux auteurs et c'est aux auteurs automatiquement cèdent aux éditeurs. Donc, il faut, je crois, réfléchir en amont des problèmes et il faut réclamer les droits d'auteur ou introduire des lois et l'agence publique récupère les droits d'auteur et négocie. Il faut avoir un levier puissant de pouvoir. Alors, on a une question un peu plus technique. Toute plateforme ou entreprise n'est-elle pas forcément à minima biface, donc avec B2B, B2C, B2B2C? Est-ce que vous auriez des exemples à fournir de plateformes ou entreprises monofaces pour illustrer la spécificité du statut bifacial, multifacial? Je crois que ce qui est important, c'est l'aspect externalité. Par exemple, si c'est Amazon e-commerce, il y a l'externalité de la part des vendeurs à acheteurs et des acheteurs à vendeurs. Donc, même si c'est une plateforme uniface, s'il y a des externalités entre différents membres du même groupe, on peut aussi, si on peut faire une discrimination des tarifs selon différents composants du groupe. Donc, deux éléments importants, c'est externalité et des tarifications discriminatoires. Ça va rendre une plateforme monoface fonctionne comme une plateforme biface ou face multiple.